Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'Elisker le Mag, notre podcast mensuel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Zara Nazarian qui nous vient d'Arménie. Bonjour Zara et merci Bonjour d'être venue. Stéphane. Merci d'être venue à notre micro. Merci à vous. Zara, on va se tutoyer, on se connaît quand même de Exact. très longue date. Donc, je rappelle que tu es secrétaire général de l'Union de la presse francophone depuis 2018 et que c'est ton deuxième mandat, puisque tu as été réélue depuis. Mais tu es aussi rédactrice en chef du Courrier d'Erevan, qui est l'unique site d'information en langue française en Arménie. Donc aujourd'hui, ce serait bien qu'on puisse parler de plusieurs choses qui nous tiennent vraiment à cœur, c'est-à-dire ton expérience aussi de journaliste, de femme journaliste d'Arménie, mais qui est très engagée dans la francophonie et aussi dans la géopolitique des conflits, puisque la francophonie, c'est un espace qui traverse aussi l'Afrique. Et tu vas très très souvent en Afrique, tu reviens du Gabon, tu effectues beaucoup de déplacements dans des zones de guerre. Donc commençons par le commencement, déjà ton parcours Zara, puisque tu n'es pas née en Arménie, tu es née en Géorgie. C'était donc encore l'Union soviétique. Tu es arrivée en Arménie adolescente, presque jeune adulte, dans un moment extrêmement charnière, c'est-à-dire le début du mouvement d'émancipation vers la sortie du soviétisme. Rappelle-nous un petit peu quel était le contexte quand tu es arrivé en Arménie. Oui, écoute, le contexte était, on ne pouvait pas imaginer pire en fait, parce que c'était 89 et on se souvient très bien du tremblement de terre qui a eu lieu en décembre 88, des pogroms des Arméniens de Sumgait. En Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, exactement. Et donc l'Arménie du 89, c'était l'Arménie qui a vécu ces deux événements tragiques majeurs dans son histoire, directement et indirectement, en ce qui concerne les pogroms justement des Arméniens en Azerbaïdjan. Et donc c'était un pays qui était blessé, et c'était un pays qui entrait en guerre, et c'était aussi un pays qui commençait à être bloqué de la part de ses voisins, et je rappelle que ce blocus continue jusqu'à présent. Je parle de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Voilà, donc c'était le début, vraiment le début, le nœud des problèmes qu'on connaît depuis maintenant presque 30 ans en Arménie. Et donc tu as fait tes études à Erevan, à la faculté de journalisme? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai fait mes études, j'ai eu mon bac en Géorgie, voilà, en russe et en géorgien. Et ensuite, pour continuer, je suis allée à Moscou et je fais mes études là-bas. J'ai fait mes études là-bas, à l'université Lomonosov, c'était des études de journalisme. Ce qui veut dire que quand je suis arrivée en Arménie, j'étais encore en train de faire mes études, mais j'ai eu l'autorisation donc de continuer à distance. Et je suis arrivée, en fait, j'ai jamais étudié en Arménie. En arrivant en Arménie, je ne parlais pas un quart de mot d'arménien non plus. Voilà, mais c'était le choix. Voilà. Alors, on sait aussi qu'après une expérience pour le quotidien République d'Arménie, tu avais aussi travaillé pour la télévision publique arménienne. C'était un petit peu les années noires, les années sombres, hein, où il y avait beaucoup de pénuries, beaucoup de privations, des hivers extrêmement rigoureux, sans chauffage. Voilà, sans chauffage, sans électricité. Donc les années sombres, c'est dans le sens propre du terme, en quelque sorte. Oui, à la lueur des bougies. Exact. Mais on a eu la grande joie quand même, enfin j'ai eu cette expérience justement au sein de la République d'Arménie, qui était le premier média arménien, quotidien arménien de l'indépendance, qui a été fondé, mais pratiquement le mois qui a suivi la déclaration d'indépendance d'Arménie. C'était un honneur d'être intégrée dans cette équipe parce que j'étais toute jeune, j'étais la plus jeune. Voilà. Et on a eu la joie, malgré la faim, littéralement la faim, on n'avait pas grand-chose à manger. Malgré l'absence d'électricité, de chauffage, d'eau, de transport, d'avion, enfin, on n'en parle même pas de bus. Enfin, ceux qui ont vécu ces années en Arménie savent très bien de quoi je parle. Malgré cela, c'était une période où on avait énormément d'espoir. On était ravis. Tous les jours, on apprenait que tel ou tel État a reconnu l'indépendance de l'Arménie. Ouais. Et je me rappellerai toujours, et j'en parle souvent, mais je ne peux pas ne pas en parler parce que c'était l'une des impressions les plus fortes de ma vie, le jour où la Fédération de Russie a reconnu l'indépendance de la République d'Arménie. C'était énorme, c'était énorme. Alors que cette parade de reconnaissance a suivi depuis des mois et des mois, la reconnaissance par la Russie, c'était la consécration. Et puis nous étions dans un contexte de guerre aussi. Dans un contexte de guerre qui n'a pas arrêté pendant des années. Une guerre et un idéal.
Quel était cet idéal? C'était une Arménie indépendante, absolument, libre, absolument, vraiment. réunifiée. C'était pas des paroles, c'était la réalité et le rêve à la fois dans lequel on vivait. Oui. Et en tant que jeune journaliste, vous deviez aussi apprendre l'apprentissage de la pratique d'un journalisme démocrate, un journalisme libre, dans un pays qui sortait du soviétisme. Tout à fait. Et c'était une école vraiment nouveau. Oui, c'était tout à fait nouveau parce que justement, mes collègues qui étaient plus âgés que moi venaient des éditions communistes comme Komsomolskaya Pravda, donc des éditions soviétiques, voire communistes, affiliées au Parti communiste. C'est ça. Et bien sûr, ces gens, des grands professionnels par ailleurs, mais ils ont dû réapprendre en quelque sorte la profession et réapprendre, refaire leurs approches à la profession, parce que le contexte a complètement changé. Et c'était vraiment passionnant. Mais c'était sincère et on y croyait. Et puis donc à la fin des années 90, on te retrouve en France où tu intègres l'ENA, la prestigieuse école nationale d'administration. Tu apprends l'hébreu aussi à Paris 8. Tu commences une carrière professionnelle prometteuse en France pour un grand groupe d'automobiles. Et puis on te retrouve en Arménie. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce retour, sachant que tu aurais pu faire souche en France et avoir une vie très confortable? J'ai fait souche en France. J'ai la nationalité française. Je me sens parfaitement bien en France. Je suis chez moi ici, totalement. Voilà, c'était mon choix. C'était mon choix. C'était mon choix de revenir en Arménie. C'était un choix à la fois personnel, parce que j'avais ma mère qui était toute seule, âgée là-bas et qui avait besoin de moi. Et en même temps, c'était mon choix parce qu'on ne vit qu'une fois. Et mon choix, c'était de vivre cette unique vie que j'ai là-bas. Et avoir une famille aussi en Arménie, peut-être? Oui, bien sûr. Que tes enfants grandissent en Arménie. Bien sûr. Alors, on n'a peut-être pas l'impression, les auditeurs n'ont pas l'impression, mais à t'entendre parler français, on a l'impression que c'est ta langue maternelle. Or, ce ne l'est pas. C'est pas ta langue maternelle, mais tu n'as pratiquement pas d'accent quand tu parles français. Qu'est-ce qui explique cet amour pour la langue française, pour la francophonie? Le tout. Je ne sais pas, effectivement, je suis tombée dedans, non pas quand j'étais petite, mais j'étais jeune adulte. L'apprentissage est allé très vite. C'est peut-être le fait de découvrir la France telle qu'elle était, de me sentir très bien ici. Et quand je dis que je me sens chez moi ici, c'est pas des paroles, encore une fois. Je me sens vraiment chez moi. J'aime la France et tout ce qui est lié. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, la France? À l'époque, ça évoquait une bouffée d'air. La liberté? La liberté. La lumière? Oui. Maintenant, c'est moins le cas parce que l'Arménie évolue et c'est un pays démocratique et on n'a pas de problème à dire des choses qu'on pense en Arménie. On n'est pas persécuté. On n'est pas, surtout dans la profession du journaliste d'ailleurs, mais aussi les citoyens, autres que les professionnels, on n'a aucun problème avec l'expression de son opinion. C'est énorme. C'est énorme, surtout pour la région. Voilà. Alors, ceux qui te connaissent savent qu'on peut qu'on peut t'associer à la francophonie, puisque tu es la fondatrice de l'UNIC, je l'ai rappelé en introduction, média francophone. Le Courrier d'Erevan est un site d'information qui existe depuis à peu près 20 ans, je crois, un petit peu moins de 20 ans. Non, 15 ans. 15 ans, et qui a fait peau neuve en 2018 à l'occasion du sommet de la francophonie. Alors c'est un événement que j'ai eu la chance aussi d'assister et qui était assez euphorique. Et collaborer, je t'en remercie. C'était extrêmement euphorique cette année. L'Arménie accueillait le sommet des chefs d'État, le 18e sommet des chefs d'État, 17e francophone. Nous étions un mois seulement après la révolution de velours. Pratiquement, Peut-être on pourrait revenir un peu sur cette séquence. Quel souvenir as-tu gardé de ce sommet et de ce que l'Arménie a apporté aussi à la francophonie? Ne serait-ce que par la qualité de son accueil, mais aussi en quoi l'Arménie est francophone. Elle est francophone. Elle n'est peut-être pas quantitativement aussi francophone qu'on l'aurait souhaité, mais elle est d'abord très francophile. Et puis les efforts envers le renforcement de la francophonie du français en Arménie sont évidents. Et au niveau du gouvernement, au niveau des groupes privés, au niveau des individus, donc l'ambiance est très francophile et très positive, on va dire, en ce sens-là. Et il y a une unité des gens vis-à-vis du français et vis-à-vis de la France en général, et l'image de la France est à son plus haut niveau actuellement, et on le sait aussi dans le contexte de la guerre, après-guerre, et le contexte géopolitique, donc les échanges avec la France sont actuellement très actifs. Mais ça se traduit concrètement comment?
cette francophonie en Arménie? C'est l'enseignement du français dans les écoles publiques, c'est l'Institut de France, c'est l'Alliance française, c'est l'Université française. Oui. Le français a été admis au niveau officiel, au niveau du gouvernement, en tant que troisième langue obligatoire. Donc, après l'anglais et le russe. Voilà, après. exactement. Ouais. Voilà. Donc c'est parfait. Il y a des efforts, il y a des écoles qui sont équipées de plus en plus des labos linguistiques où est enseigné le français. Et il y a des spectacles qui se font en français, il y a des projets là-dedans. Il y a une émission télévisée maintenant qui se fait en français. Il y a toujours le Courrier d'Erevan qui travaille en ce sens-là. Il y a l'université française, la brillante université française d'ailleurs, qui monte aussi en puissance avec des nouvelles filières. Tout cela, les pièces de puzzle de plus en plus nombreuses qui font que l'Arménie, d'une francophilie sans réserve, devient aussi de plus en plus francophone. Pas encore totalement, bien sûr, mais voilà. Mais c'est une progression. C'est une progression évidente et c'est une envie aussi. Et alors, je rappelle que tu es aussi journaliste, malgré tu as plusieurs casquettes. Tu travailles aussi dans l'entreprise, mais le Courrier d'Erevan, donc c'est important parce que ça permet de marquer en fait l'Arménie dans la carte du monde francophone. Et c'est à ce titre-là, en tant que responsable de la section arménienne de l'Union de la presse francophone, que tu t'es aussi investi pour cette structure qui n'est pas forcément très connue. Est-ce que tu pourrais juste nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'UPF? Oui. Parce que c'est une grande histoire quand même, c'est une longue histoire l'UPF. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, j'avais fondé la section arménienne de l'UPF et très vite, je ne sais pas comment ça s'est fait, enfin j'ai dû être remarquée parmi mes collègues et donc j'ai été élue secrétaire générale au niveau international de l'UPF. On a près de 40 pays membres. Voilà. En 2018. En 2018. Première femme. Oui. Première femme secrétaire générale de l'UPF. Oui, tout à fait. Voilà. Et en ce qui concerne l'UPF elle-même, c'est donc, comme son nom l'indique, Union de la presse francophone, qui a été fondée en 1950 par 2 journalistes canadiens, mais basés en France, et le siège est depuis la création à Paris. Ouais. Voilà. Donc, c'est une ONG du droit français, loi 1901. Qui n'est pas du tout un syndicat, c'est pas du tout notre orientation, on va dire comme ça, et qui a grosso modo 2 piliers, si on peut dire ainsi. C'est donc le journalisme professionnel, et quand je parle du journalisme, il s'agit des caméramans, des rédacteurs, des vidéastes, enfin toutes sortes de professions de spécialisation au sein du journalisme. D'un côté, donc les journalistes, de l'autre côté, la francophonie, mais pas uniquement la francophonie dans le sens langue officielle du pays où telle ou telle personne pratique. On a pas mal de membres qui viennent soit de l'Europe orientale, ou enfin centrale et orientale, soit de l'Asie, soit des autres régions du monde, où le français n'a jamais été la langue officielle, mais qui maîtrisent le français et qui sont capables de suivre les travaux de l'Union et qui soutiennent donc cette idée du journalisme francophone avec ses valeurs, ses idées, son historique très riche, etc. Alors, voilà. Est-ce qu'il faut appartenir à un pays membre de l'OIF pour être dans l'UPF ou pas forcément? Non, pas forcément. Maintenant, la réalité fait que la plupart de nos membres, effectivement, sont ressortissants des pays membres de l'UPF, mais ce n'est pas une condition sine qua non. OIF, pardon. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Et l'UPF ne fait pas partie, enfin, n'est pas dépendante, n'est pas subordonnée à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Non. Ce sont 2 structures parallèles qui coopèrent, bien sûr, collaborent, mais qui ne sont pas scindées. Bien sûr. Et une organisation de journalisme journalistes qui se respectent ne saurait pas être affiliée à telle ou telle organisation aussi. Effectivement. Voilà. Alors tu parlais des valeurs de la francophonie. Est-ce que tu pourrais peut-être nous les présenter? Oui, absolument. Qu'est-ce qui fait qu'un journaliste francophone, c'est pas pareil qu'un journaliste anglophone, arabophone? En quoi la langue française, au fait, lui apporte, je dirais pas une valeur ajoutée, mais en tout cas une singularité, une identité qui le distingue des autres? Je dirais la valeur ajoutée aussi, parmi les qualités que tu viens de citer. Le journaliste francophone, en quoi c'est différent des autres? On va dire comme ça que le français dépasse largement de la définition purement linguistique.
on ne parle pas du français. Bien sûr, on parle du français en termes Comme techniques, langue, la maîtrise voilà, de la langue, comme je l'ai dit, qui permet de suivre les travaux, les débats, qui permet d'écrire, d'échanger, etc. Évidemment, le français, c'est très important du point de vue technique, bien sûr. Mais quand on parle des valeurs, on monte un petit peu au-dessus du purement linguistique, voilà. Et on parle vraiment des choses comme un espace culturel, des échanges culturels, un espace un peu supranational dans le sens où on essaye tous d'oublier que les membres des pays de la francophonie viennent des cultures, souvent des religions, des régions du monde complètement différentes qui sont souvent en contradiction les uns avec les autres. Alors, on pense à l'exception culturelle aussi. Aussi en quelque sorte. Qui fait que c'est une manière de répondre à la mondialisation qui uniformise. Bien sûr. C'est ça Et d'ailleurs, c'est une très belle manière de répondre à la mondialisation, si tu me demandes. Ou la globalisation à l'américaine, voilà, qui uniformise, qui standardise. Absolument, absolument. Anglais et Coca-Cola, non, il y a autre chose aussi, heureusement. Et alors, attends, tu parles de différentes civilisations, bah, on ne va pas se voiler la face, on pense notamment au monde musulman, arabo-musulman, et c'est une force, c'est une richesse pour la francophonie que d'intégrer des journalistes qui viennent de pays arabo-musulmans. Bien sûr. Quel est l'apport justement, en quoi l'UPF aussi contribue à moderniser un journalisme qui est quand même contraint par des difficultés? On pense à des régimes autoritaires et on pense à des conflits. Quel est votre rôle à l'UPF pour accompagner tous ces bouleversements? Oui. D'abord, il faut dire qu'au sein de l'UPF, l'organisation est faite d'une telle manière que un pays, une voix. Peu importe si c'est un pays qui est petit, grand, voilà, petit, grand, 10 millions d'habitants, 1 million d'habitants, 100 millions d'habitants. Un pays, une voix. Ce qui est une base de la démocratie et aussi une base de multilatéralisme. Exactement, et pour donner la possibilité à chacun, aux grands, aux petits, d'être égal. Ça, c'est très important. Tout le monde est à égalité au sein de l'UPF. Que ce soit Djibouti ou le Canada, quoi. Absolument, absolument. Les mêmes droits. C'est parfait. Je trouve que ça contribue à aider ceux qui ont besoin d'être aidés et à faire reconsidérer leur position au plus fort. Alors, voilà, donc c'est la première chose. Deuxièmement, en quoi l'UPF est important et en quoi donc, il apporte quelque chose aux journalistes. D'abord, l'Union apporte, elle, c'est l'Union. D'abord, l'Union apporte un réseau absolument formidable et qui existe aussi bien au niveau officiel, c'est-à-dire au niveau des réunions des assemblées générales, etc., qui ponctuent la vie de l'association, mais aussi au niveau informel, parce que si on regarde dans le WhatsApp, il y a plusieurs groupes de journalistes francophones issus de l'UPF qui sont en permanence en contact et qui s'échangent les informations, qui s'échangent tout ce qu'il faut. Si quelqu'un voir ça aux assises. Exactement. Il y a un réseau, il y a des synergies en fait entre des journalistes qui apprennent à se connaître et à connaître aussi la culture de travail, enfin et à respecter et aussi pour leur carrière c'est intéressant. Parce qu'ils vont avoir des compétences, des connaissances de terrain qu'ils n'auraient pas forcément parce que vous avez des rédactions qui n'ont pas les moyens aussi d'envoyer des gens n'importe où. Absolument. Donc là, c'est un réseau quand même d'informations qui est intéressant. Absolument, absolument. Et il y a un mot avec lequel d'ailleurs se concluent très souvent les mails internes ou les messages internes à l'UPF, c'est confraternellement. Je ne sais pas comment ça a été introduit, mais ça revient tout le temps et ça reflète très bien l'esprit de cette organisation. C'est une confrérie. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, le sentiment de fraternité, exactement. Entre toutes les nationalités, quelle que soit leur religion, leur culture. Absolument, oui. Et c'est précieux. C'est précieux et c'est fragile parce qu'on est dans un monde qui est déchiré, fracturé. Et tu es venu en France il n'y a pas très longtemps pour décerner le premier prix de l'UPF. Ce prix est très important. Il y a une charge symbolique très forte parce qu'il porte le nom d'une journaliste assassinée. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot par l'armée israélienne. Alors, il se trouve que c'était une journaliste de nationalité américano-palestinienne, Shirin Abu Akleh, qui était correspondante d'Al Jazeera, donc dans les territoires palestiniens. Pourquoi ce nom? Déjà, pourquoi avoir choisi ce nom et en quoi consiste ce prix? Oui, en fait, pourquoi avoir choisi ce nom? Parce que il y a eu un francophone forcément? Vous n'étiez pas francophone? Non, pas francophone forcément, pas du tout. Mais encore une fois, la notion de la francophonie, comme je viens de le dire, dépasse de loin
la seule idée linguistique. Donc on parle de valeurs là. On parle de valeurs, on parle tout à fait des valeurs. Chérine Abouaklek, c'était une personne qui a passé sa vie à servir son métier, à le servir dans des conditions les plus dures et les plus dangereuses. Et malheureusement, sa fin en est la preuve. Elle a pris tous les risques dont elle était parfaitement consciente. C'était une personne extrêmement respectée dans la profession, et pas uniquement dans la profession, aussi dans sa vie privée, dans son entourage amical, etc. C'était une sorte de, je dirais pas d'icône, mais en tout cas, sa voix était reconnaissable immédiatement par tous ses spectateurs. Pendant des années, des décennies même, donc elle a parlé de ce qui se passait donc, en Palestine. Et quand il y a eu l'idée de fonder un prix propre à l'UPF, si tu veux, le choix est venu tout naturellement, le choix de le consacrer, de le dédier à Chérine et à son action. Voilà. Et donc, ce prix a néanmoins une particularité, ce qu'il est décerné uniquement aux femmes journalistes qui se sont distinguées, voilà, pour leur courage. C'est la seule, voilà, pour leur courage, oui, tout à fait. C'est la seule condition, entre parenthèses, de ce prix, parce que autrement, il n'y a encore une fois aucune frontière, ni géographique, ni linguistique, ni autre à ce prix. C'est d'être une femme journaliste. Francophone ? Pas forcément, pas forcément. La preuve, cette année, donc le premier prix Chérine Abouaklek a été décerné à une journaliste russe qui purge actuellement sa peine de 5 ans et demi. Elle a travaillé en Ukraine ? Aussi, mais surtout, elle a écrit des articles sur Alexei Navalny. D'accord, l'opposant à Vladimir Poutine. Voilà, exactement. Qui est décédé, et donc, son seul tort était d'avoir fait son métier de journaliste, en fait. Voilà. Rien d'autre ne lui a été reproché, d'ailleurs, même par le juge. Et la finale, c'est qu'elle purge donc une peine de prison ferme. Donc ce prix donne une visibilité internationale, c'est un prix doté, une reconnaissance, voilà, une visibilité très importante. Et donc les critères, ça doit être le courage. Oui. Et donc justifier donc un travail d'investigation, d'avoir une carte de presse, enfin d'être professionnel. Oui. Et on va bientôt lancer la deuxième édition du prix, donc il y aura des annonces qui vont être faites. D'accord, très bien. Et donc tout ça, on peut le voir sur le site de l'UPF. Également. Et quels sont les grands chantiers que tu aimerais entreprendre? Tu as fait 10 ans. Presque, oui, ça fait déjà le deuxième mandat, donc 8 ans. 8 ans que tu es à la tête de l'UPF, un secrétaire général de l'UPF, parce qu'il y a un président aussi. Absolument. Une présidente. Une présidente, donc 2 femmes. Oui. 2 femmes. C'est absolument exceptionnel. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Et quels sont les projets qui tiennent à cœur? Actuellement, ce sur quoi je travaille, on travaille au sein de l'UPF, c'est les prochaines assises de la presse francophone qui auront lieu en novembre de cette année au Gabon, à Libreville. D'accord. Voilà, donc le thème qui a été choisi n'a rien d'original, mais il est important. C'est l'intelligence artificielle et donc son impact sur le métier. C'est l'actualité. Hein. Voilà. C'est l'actualité. Exactement. Ouais. Donc, on va se réunir au Gabon, quelques centaines de journalistes du monde, francophones et pas seulement. Ça va coïncider avec le prochain sommet de l'OIF, de la francophonie? Non, le prochain sommet, c'est en 2026. D'accord. Alors que je parle de cette année-là, de ce novembre. Donc la périodicité, c'est toutes les 2 ans? Pour nous, oui. D'accord. Oui, aussi. Des fois, on arrive à faire tous les ans, mais ça devient de plus en plus difficile, surtout après le Covid. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais quels seraient donc, à ton avis, les principaux défis qui se posent au journalisme francophone, tenant compte de la situation géopolitique des pays de la francophonie qui est assez compliquée? Je dirais par un seul mot, de survivre. Oui, c'est l'économie. Oui. L'économie. Donc il y a une vraie crise. Ouais. Il y a une vraie crise partout, indépendamment du fait si c'est un pays riche ou si c'est un pays pauvre, et de survivre aussi parce que la pression économique, c'est un moyen de faire taire les médias. Tout à fait. Voilà. On retire des pages de publicité. Exactement. C'est pas uniquement en tuant les journalistes. Bon, ça c'est l'horreur extrême, fiscal, mais voilà, exactement. Donc voilà, survivre et continuer à pratiquer son métier. Donc le fil conducteur, c'est vraiment, on sent que, quels que soient en fait les contextes, il y a une lutte pour la survie. Une lutte pour la survie, mais pour une survie honnête et honorable, tout en gardant les essentiels de la profession, tout en gardant la liberté d'expression, tout en gardant cette dimension aussi fraternelle dont on a parlé, etc. Tout ça, ce n'est pas uniquement la survie physique à tout prix.
On s'entend. Donc on arrive au terme de cet entretien, mais j'aurais bien aimé que tu nous dises un peu qu'est-ce que toi tu as appris de cette expérience, toi qui voyages énormément dans les pays francophones, toi qui as aussi décloisonné l'Arménie, puisque tu as joué un rôle très important pour décloisonner, pour faire mieux connaître ce petit pays du Sud-Caucase que très peu d'Africains connaissent. Hein. Je me rappelle le souvenir de voir tous ces Rwandais, ces Maliens, ces Burkinabés, des Maghrébins aussi venir en Arménie, et puis découvrir aussi cette culture. Et puis c'est intéressant, et puis c'était émouvant quand on pense à ces Rwandais Tutsis donc, qui découvraient le génocide de 1915 et comment ça entrait en résonance avec leur propre tragédie. Toi, qu'est-ce que tu as appris au niveau professionnel, mais je voulais dire aussi personnel, de cette expérience? D'abord, par rapport à l'Arménie, il faudrait dire que je pense que pour l'Arménie, le fait d'être un membre très actif de la francophonie, je parle de la francophonie avec un grand F de l'Organisation internationale de la francophonie, voilà. C'est une chance énorme parce que ça permet de dépasser le contexte géopolitique habituel qui a toujours été réduit à son voisinage immédiat, voire aux pays d'ex-URSS, voilà, plus quelques pays occidentaux classiques, on va dire comme ça, mais pas plus. Effectivement, dans le reste du monde, en Afrique notamment, quand on parle d'Arménie, on ne sait pas très bien la situer. Et en Arménie, il faut le dire, c'est pas beaucoup mieux. D'accord ? Donc le fait d'appartenir à l'OIF, d'être un membre actif et reconnu de l'OIF, ça donne énormément de chance à l'Arménie de diversifier justement aussi ses contacts, ses approches, la possibilité de faire du lobbying peut-être aussi, avec une politique intelligente, la possibilité d'avoir des échanges culturels, d'avoir des étudiants qui viennent d'Afrique, c'est déjà plus ou moins le cas, ça commence à venir. Avec l'UFAR, exactement, et pas uniquement, exactement. Envoyer ces étudiants ailleurs, dans des pays francophones non classiques, entre guillemets, etc. Voilà, donc à mon avis, il n'y a que du bon, il n'y a que du positif, à la fois pour l'Arménie et pour la francophonie, dans ces échanges. Et pour moi, ce que j'ai appris, c'est l'ouverture. L'ouverture et encore une fois l'ouverture. Et l'esprit critique aussi? L'esprit critique vient après. Donc ouverture, oui. Émancipation, parce que qui dit ouverture dit émancipation. Absolument, absolument. Donc voilà. Ne pas juger, comprendre, compatir, aimer. Le mot-clé peut-être, c'est aimer. Est-ce que c'est une vraie famille en fait? Oui, c'est ça. C'est tout à fait, une famille francophone. Eh bien, cher Zahra Nazarian, merci beaucoup. C'était très intéressant et puis très stimulant. Très stimulant parce qu'en général, la francophonie est associée à des choses, on va dire, un peu trop culturelles ou un peu trop, je dirais, démodées par rapport au rouleau compresseur anglo-saxon qui malheureusement est très redoutable pour ceux qui défendent une certaine idée de l'exception culturelle. Donc je rappelle que tu es rédactrice en chef du Courrier d'Erevan, l'unique média francophone arménien basé à Erevan, justement, en Arménie, et que tu es secrétaire générale de l'Union de la presse francophone. Merci. Et je travaille aussi accessoirement pour une entreprise française qui est Veolia et qui est basée en Arménie et qui assure à la population arménienne l'accès à l'eau propre. Oui. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Au revoir, Zahra. Merci Tigran. Merci de nous avoir suivis. Et puis, pour suivre nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître ce podcast autour de vous. Au revoir.